bonsoir et bienvenue sur la chaîne de Girls Jean. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tout le monde va bien? Aujourd'hui, je vais couper un petit peu toute cette série de cours, jeux, etc. sur l'apprentissage du japonais avec ce que j'aime beaucoup faire, c'est-à-dire un cas de true crime dont j'ai un tout petit peu parlé, mais alors vraiment tout petit peu pendant le live où on est allé, on a fait le tour à Shinjuku. Ça fait 22 ans que le cas est passé et il est toujours irrésolu, donc au bout d'un moment il n'y a plus grand chose à dire dessus. Mais c'est quand même un truc qui va vous retourner le cerveau si vous n'êtes pas trop au courant de l'affaire et tout, c'est assez incroyable. Donc je pense qu'on va pas trop tarder. C'est l'histoire du meurtre de la famille Miyazawa. C'est 4 personnes. C'est arrivé le 30, dans la nuit du 30 au 31 décembre 2000. Voici les Miyazawa. Alors attends, avant de parler de ça, je voulais juste rappeler que le Japon a une très bonne, un très très bas nombre de cas d'homicides, de meurtres violents, de ce genre de choses. Je crois que c'est juste avant le Vatican ou Monaco, qui n'ont vraiment pas du tout la même population, donc c'est déjà très rare. Et en plus de ça, ils ont une très bonne moyenne de résolution des affaires criminelles. Depuis 2015, c'est entre 72 et 74% des cas qui sont résolus. C'est aussi ce qui contribue à faire que ce cas soit connu, le soit toujours, et ait vachement marqué les esprits. C'est parce que 22 ans plus tard, on sait toujours pas qui c'est, même si on a des pistes. Il y a quand même le taux d'homicide, c'est 0,3 pour 100 000 habitants, c'est rien quoi. Donc c'est sûr que quand quelque chose comme ça arrive, ça choque absolument tout le pays. Et en plus, on ne sait pas blâmer, tu vois, il n'y a pas de coupable. Donc famille Miyazawa, totalement famille japonaise typique. Le père s'appelle Mikio, il avait 44 ans à l'époque et il travaille pour une entreprise de marketing basée à Londres. On ne sait pas exactement ce qu'il faisait, mais c'était une grande société avec des bureaux dans plus de 20 pays et qui avait travaillé sur les débuts de l'Internet, et c'est même eux qui avaient déposé le nom Wi-Fi. Wi-Fi quoi. La marque Wi-Fi ou Wi-Fi, et travaillait en collaboration avec Microsoft, Nissan, etc. Quelqu'un qui avait quand même un sacré potentiel et qui travaillait dans une grande entreprise. Ses collègues disent que c'était quelqu'un de sympathique et c'est pas du genre à se faire des ennemis du tout, et que c'était un type sans histoire. Bon, après, on dit souvent ça. Est-ce que tu connais vraiment bien tes collègues? Je sais pas quoi. Moi, je sais pas ce qui se passe dans la maison de mes collègues, mais bon. En tout cas, c'était pas un type qui venait et qui te crachait à la gueule. Voilà, avec qui tu travailles, c'était un type normal. Sa femme avait 41 ans, Yasuko, donc Mikio et Yasuko. Elle était enseignante, là pareil, pas le genre de femme à se créer des ennuis. Et elle était principalement la personne qui gardait les enfants la plupart du temps. Donc les enfants, c'est Nina qui avait 8 ans à l'époque, et Dei, le garçon, qui avait 6 ans. Donc Niina, c'est 2 i, mais bon, voilà. Niina était en CE1, elle faisait du ballet et du football. Et le petit Lei avait, ce qui est notoire par rapport à Lei, c'est juste qu'il avait un petit problème de langage. Il avait un trouble de la parole, et ses parents l'emmenaient voir des spécialistes, etc. pour essayer de régler ça. Mais après, c'est pas quelque chose qui est très important, c'est juste pour savoir qui est la famille, donc absolument normal quoi. Mikio et Yasuko avaient emménagé dans leur maison de Setagaya, qui est donc un quartier qui est très proche de chez moi, et ils avaient emménagé dans cette maison en 1990, donc 10 ans avant les faits. Et quand eux ont emménagé, c'était un quartier dans leur espace à eux. C'est toujours un quartier où il y a énormément de familles qui habitent, un quartier résidentiel. Eux, dans la rue où ils étaient à l'époque, il y avait énormément de gens qui y habitaient. Il y avait plus de 200 familles qui habitaient là-bas quand eux s'y sont installés. C'était donc un quartier plus ou moins idéal, avec de la verdure, avec des choses comme ça, pour élever les enfants, en tout cas à l'époque. Donc voilà la maison. Donc une grande maison, vous voyez qu'il n'y a rien à côté. Enfin si, au fond là, il y a un voisin, mais c'est pas collé-collé. Alors que c'est très souvent quand même dans les quartiers à Tokyo. Enfin, si vous vous baladez dans mon quartier à moi, qui est quand même un quartier résidentiel, les maisons sont quasiment partagent en fait une façade. Elles sont collées comme ça. Bon, parce qu'il n'y a pas de place à Tokyo, hein, tout le monde le sait. Donc, vous voyez qu'eux, quand même, ont de la place. Et en fait, c'est une grande maison parce qu'ils la partagent, comme c'est le cas très souvent au Japon, avec les parents.
enfin la mère surtout, de la femme, donc Yasuko. Donc Yasuko, Mikio, leurs 2 enfants ont une partie de la maison. Et de l'autre côté, il y a la mère, la sœur et le beau-frère de Yasuko. Et en sachant qu'elles ne communiquent pas de façon interne, c'est la même maison mais séparée en 2 duplex. En fait, tout simplement, il faut juste sortir de la maison pour aller dans l'autre. J'habitais dans une maison comme ça quand j'habitais dans le sud de la France. Il y avait quelqu'un au-dessus qu'on connaissait pas, mais juste on partageait la même maison, mais c'était 2 apparts différents. Donc ça fait qu'il y a 7 personnes qui vivaient dans cette maison, dans ce bâtiment entier. Et c'est un détail important de se souvenir que il faut sortir de ce propre appartement et aller et passer pour rentrer dans l'appartement à côté par l'extérieur. Il n'y a pas moyen, c'est pas connecté comme des chambres dans un hôtel, etc. Il faut sortir. Ça, c'est l'arrière de la maison. Et en fait, c'est très important car il y a, en fait, juste derrière la maison, il y a toujours un immense parc qui était là depuis des années, mais que la ville avait prévu d'agrandir. Et en fait, à cause de cette expansion-là, la plupart des voisins de la famille Miyazawa avaient déménagé dans les derniers mois pour faire de la place, en fait, pour cette expansion. Et ce qui revient à dire que, en fait, quand eux ont emménagé, il y avait à peu près 200 familles qui vivaient dans le quartier. Au moment où l'affaire se déroule, ils sont plus que 4 familles. Donc il y a les Miyazawa et leurs parents et 2 autres familles qui vivent dans la même rue. Tout le monde a déménagé et à part ces 4-là, c'était vraiment un quartier, une rue fantôme. Et la plupart de l'activité qui se déroulait dans ce quartier, c'était dans le skatepark qui était situé juste derrière la maison de la famille Miyazawa et qui est la partie la plus fréquentée du parc. Parce qu'en fait, c'est un grand parc et à l'intérieur, vous avez un skatepark, voilà. Et le skatepark est juste derrière la maison des Miyazawa. Mais vraiment, genre, vous voyez qu'il y a une barrière là, des arbres, et là, c'est le skatepark. Donc, imaginez s'il y a ça derrière chez vous. Enfin, je sais pas comment c'est les skateparks chez vous, mais les miens, c'était... Quand j'habitais en France, en tout cas, c'était le bordel absolument tout le temps. Les jeunes qui faisaient du skate dans la journée et le soir, c'était ceux qui venaient boire des coups. Donc, personnellement, comme environnement pour 2 petits-enfants de 6 et 8 ans, voilà. Dans la semaine précédant le Nouvel An, donc je rappelle qu'on est en décembre 2000, dans la semaine précédant le Nouvel An, on rapporte que le papa, donc Mikio, est allé voir justement un groupe d'adolescents bruyants du skatepark pour leur demander d'arrêter de faire autant de bruit. Et en fait, il y a quelqu'un qui a dit que ce n'était pas vraiment des skateurs comme on aurait pu le penser, mais que c'était des jeunes qui appartenaient à un groupe de bikers, les Bosozoku, je crois qu'on en a déjà parlé, mais au cas où, c'est juste un gang de personnes assez violentes qui se promènent en moto, souvent très trafiquées, très décorées, très machin, très bruyants, assez dangereux. Et certains rapportent que c'était pas des skateurs mais bien des Bosozoku. Du coup, ça pourrait avoir son importance dans l'affaire dont on va parler maintenant. Et bon, à cause de ça, les Miyazawa, déjà qu'ils sont plus que 4 familles dans la rue, où avant ils étaient 200 familles, et en plus ils ont le skatepark super bruyant derrière, enfin il y a un max de gens qui viennent à toute heure du jour et de la nuit se promener dans le parc ou faire le bordel. Ils ont décidé de déménager, donc quelques mois plus tard, en fait, ils avaient prévu de déménager. Bon, malheureusement, ils n'auront jamais pu le faire, mais ils étaient dans les derniers de ceux qui comptaient déménager et partir carrément. Il a été noté aussi que la semaine avant le réveillon, donc il n'y a pas eu que ces petits incidents de Mikio qui se prend un petit peu la tête avec, on ne sait pas si c'était des skateurs ou si c'était des motards dangereux. Il y a eu plein de petits incidents comme ça. Et il y a eu aussi, pendant le mois d'été, il y a des riverains qui rapportent ils ont remarqué qu'il y avait des animaux des animaux genre des chats errants, des choses comme ça, qui avaient été retrouvés un petit peu massacrés dans le quartier. Donc ça aussi, ça rajoute une théorie de est-ce que c'était un mec qui devenait un peu fou, qui était dans le quartier, qui a fini par péter un câble, ou est-ce que c'était juste une coïncidence, est-ce que si, est-ce que ça. Bon, on en reparlera après à la fin sur les théories de ce qui se passe, de ce qui s'est passé.
La diminution du nombre de familles aux alentours, c'est lié à un projet immobilier. Ouais, en fait, ils voulaient agrandir le parc. Là, tu vois que les limites du parc, la barrière arrive carrément à la maison, juste derrière la maison des Miyazawa, mais en vrai, ils voulaient agrandir le parc. Hein. Donc, déplacer tout le monde au final. Je sais pas, je sais que la maison existe toujours, mais pour des raisons différentes maintenant. Donc, je ne sais pas s'ils ont agrandi le parc ou pas au final, avec ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui donne le parc de Setagaya maintenant. Est-ce qu'il existe toujours? Est-ce que je ne sais pas. Je sais que la maison existe toujours. Mais voilà. Et donc, dans la semaine avant le réveillon, le jour de Noël par exemple, il y a Yasuko qui a appelé son beau-père au téléphone et qui lui a dit que ça faisait quand même quelques fois qu'elle avait remarqué qu'il y avait une voiture bizarre qui était garée devant leur maison. Que c'était étrange parce que il y avait d'autres parkings pas loin et qu'en plus se garer là pour aller au parc, ça voudrait dire escalader la barrière pour aller au skatepark, c'est quand même chelou, alors qu'il y a plein d'endroits où tu peux quand même tu peux y entrer et que on l'a dit, mais il n'y a plus personne dans le quartier quoi. Donc pourquoi la voiture se garerait devant? Mais je pense qu'elle n'a pas vraiment pensé grand chose, elle a juste dit au passage à son beau-père, tiens, au fait, ces derniers temps, il y a une voiture qui se gare devant chez nous, c'est bizarre, voilà. 2 jours plus tard, le 27, il y a quelqu'un qui se promenait dans le quartier, qui a vu un homme d'une cinquantaine d'années rôder, pas rôder, mais se promener un petit peu autour de la maison de la famille Miyazawa. 50 ans, environ 50 ans, s'il a vraiment cet âge-là, ça l'élimine quand même de la liste des suspects, comme on va le voir un peu plus tard, mais il est aussi possible que la personne ait mal vu, se souvienne mal, etc. Enfin, je veux dire, moi, tu me demandes de décrire qui j'ai vu aujourd'hui en allant promener la chienne, j'en ai aucune idée. Donc voilà. Le 29 décembre, donc juste avant, il y a un homme qui a été repéré dans la gare voisine de Seijo Gakuen Mae, qui est donc juste à côté de l'endroit, à quelques kilomètres de là où il y avait la famille Miyazawa. C'est juste, les gens l'ont remarqué parce qu'il était habillé de façon style skater. Alors, qu'est-ce que c'est le style skater? Je pense que si vous avez été au lycée dans les années 2010, vous savez, mais en gros, c'est juste que parce qu'il portait genre, vous savez, un short avec les poches larges, un t-shirt et tout ça, et que on est fin décembre. Donc ça lui a paru quand même froid et étrange pour la saison. C'est pour ça qu'il a été remarqué. Sinon, je pense que personne n'aurait forcément fait attention à son style vestimentaire. C'est juste que comme il était en short, c'était bizarre. Le même homme, en fait, a été remarqué, a été vu en train d'acheter un couteau à sashimi, qui est donc quelque chose qui est très important dans l'affaire, un couteau à sashimi dans une zone commerciale du même quartier, donc Seijo Gakuen Mae, et c'est le seul qui a été acheté au supermarché ce jour-là, donc c'est assez facile de retrouver, mais toutes les caméras de surveillance, n'oubliez pas qu'on est dans les années 2000, déjà qu'en 2022 on voit rien sur les caméras de surveillance, donc dans les années 2000, impossible de voir son visage ni rien à cet homme-là. Ça se trouve en plus, c'est même pas lui, qui a acheté. C'est pas le même homme, le même qui était habillé en skater, c'est pas lui qui a acheté le couteau. Enfin, voilà, c'est vraiment genre juste des suppositions. Ça part déjà dans tous les sens. Et le 30 décembre, donc là, ça fait déjà 2 jours que l'homme habillé en skater est vu un petit peu dans le coin. Et le 30 décembre, c'est toujours le même type qui a été repéré près de la gare de Sengawa, à environ 1 km de là où vivaient les Miyazawa. Environ 30 ou 35 ans. Et qui, au final, semble se rapprocher de plus en plus de là où il y a la maison de la famille Miyazawa. Pauvre skater, s'il faut, il voulait juste faire des sushis. Non, mais voilà, enfin. Ou alors, le skater qu'on a vu, le mec qui était habillé en skater, c'est pas le même qui était habillé en skater qui a acheté un couteau à sashimi. Enfin, tu vois, c'est genre, oui, il était habillé en skater, excusez-moi, mais genre, vu la diversité du style vestimentaire japonais, je pense que c'est pas du tout étonnant de voir 2 personnes habillées relativement pareilles dans le même quartier. En tout cas, vraiment, genre, voilà.
En plus, on va l'apprendre tout. Enfin, je vais vous en parler tout à la fin, mais il a des caractéristiques. Cet homme a une caractéristique physique qui fait qu'on l'aurait remarqué pour autre chose que ses vêtements normalement. Et ça aurait été précisé, tu vois, normalement. Donc, pour moi, ça me paraît un petit peu fishy tout ça. Mais bon, ça le poisson, quoi. Euh, le 30 décembre, jour du meurtre, à il faut savoir, on vous l'a déjà dit dans le live avec Momo, mais le 31 décembre et le 1er janvier, en tout cas du 31 au 3 janvier, genre, c'est fêté par tous les Japonais en famille. Le repas du Nouvel An, c'est fêté en famille. Genre, souvent, bon là, ils avaient la mer à côté, donc ça va, mais souvent, ils rentrent dans leur campagne de naissance ou dans leur ville de naissance pour aller fêter ça avec les grands-parents, etc. Donc, ils avaient beaucoup de préparation à faire, le repas, toutes ces choses-là. Et donc, vers 18h, ils sont tous allés, la famille, vers 18h, faire des courses dans le même centre commercial que là où on a retrouvé le couteau à sashimi acheté. Et c'est sûr, parce que déjà, on a retrouvé un ticket de caisse, et de deux, il y a quelqu'un qui a vu que la voiture, vers 18h30, la voiture n'était pas devant la maison. Donc, en tout cas, ils n'étaient pas chez eux. Donc, ça concorde avec ce qu'on sait de ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Ils étaient rentrés vers 19h, puisque Yasuko a appelé sa mère, qui habite à côté de chez elle. La conversation était juste est-ce que ça te dérange si Nina vient regarder la télé chez toi, chez vous ce soir, voilà. Ce qu'elle a fait, puisque Nina est allée à côté, donc chez sa grand-mère, pour regarder un programme télévisé jusqu'à environ 21h30. Et jusqu'à ce moment de la nuit, tout était absolument normal. Et la dernière activité enregistrée par la famille Miyazawa, c'est le père qui s'est connecté à 22h38 exactement sur un courriel, enfin sur un mail, sur sa boîte mail du travail. Et en fait, on sait que c'est lui parce qu'il faut un code, il fallait un code, donc c'est forcément lui qui a ouvert ses emails ce soir-là. Et c'est la dernière trace qu'on possède pour de la preuve que la famille était encore en vie, donc 22h38. Ce soir-là, vers 22h30 justement, il y a un témoin qui marchait sur le chemin du parc derrière la maison. Donc le parc que vous voyez là, comme je vous l'ai dit, il est toujours ouvert. Donc à 22h30, imaginez, enfin moi perso je pèterais des câbles s'il y avait des gens qui venaient, qui se promenaient tout le temps, à toute heure du jour et de la nuit. Mais bref, bon, le mec se promène à 22h30 dans le parc juste derrière, et en fait il a dit qu'il avait entendu quelque chose qui ressemblait à une dispute, pas forcément des bruits physiques, genre des coups et des trucs assez forts, mais deux personnes qui s'engueulent, voilà. Et un peu plus tard, il y a la maman de Yasuko qui a dit avoir entendu un grand bruit de coups vers 23h30 venant du côté de sa fille, de la maison de sa fille. Elle n'était pas sûre exactement de l'heure exacte, mais par rapport au programme qui était à la télé à ce moment-là, elle estime ça entre 23h et 23h30. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'un autre témoin qui se promenait dans le parc s'est souvenu avoir vu quelqu'un se dépêcher de remonter le chemin qui menait jusqu'à la maison de la famille Miyazawa. Et c'est tout ce que les gens ont noté d'étrange dans cette soirée-là. Donc, personne n'a entendu personne crier, personne n'a entendu des gros bruits de lutte. Voilà, une dispute, quelque chose qui ressemblait à une dispute, un coup, un bruit de coup, et un mec qui semblait marcher sur le chemin aux environs de ces heures-là. Un mec. Voilà, c'est à peu près tout ce que les gens, ce qu'on a comme témoin. Voilà. Et enfin, moi je me dis, imagine, c'est bizarre quand même parce que tu as la maison collée, le mur il est collé
au mur d'à côté et ils ont entendu personne crier. Alors que le mec, il y a quand même 4 personnes qui sont mortes ce soir-là. Ils ont entendu personne. Je sais pas. Enfin, c'est quand même bizarre. Il y a dû avoir un sacré raffut quand même, quoi. Donc je ne sais pas si peut-être les gens étaient endormis, si je sais pas. Je sais pas. La dernière chose qu'on sait, mais qu'on a su, qu'on a appris en fait un peu trop tard pour pouvoir exploiter, c'est que le soir même, il y a un chauffeur de taxi qui a récupéré 3 personnes, 3 passagers, très près de la maison des Miyazawa, dont il n'a pas pris le nom, mais j'ai envie de dire, c'est normal, moi j'ai jamais donné mon nom à un chauffeur de taxi, tu vois, enfin, c'est bizarre quoi. D'ailleurs, je me dirais que je m'interrogerais si le mec me disait, au fait, comment tu t'appelles, chauffeur de taxi, qui étaient tous des hommes entre 30 et 40 ans, donc 3 personnes, 3 hommes, qui sont restés silencieux tout le long du trajet. Il se souvient qu'il était plus de minuit à ce moment-là et que ces hommes ont demandé à être déposés dans une station voisine de train. Et il se souvient aussi, ce qu'il a marqué, c'est que l'un des hommes avait apparemment une blessure et il a laissé une tache de sang sur la banquette arrière du taxi. Mais comme il a fait, il a appris ce qui s'était passé plus tard et qu'il est allé à la police environ une semaine après avoir nettoyé les taches de sang, etc. Ça a été inutilisable. On ne saura jamais si ces personnes-là, si le sang qui avait été laissé dans le taxi correspond à ce qu'on a trouvé sur la scène du crime. Mais du coup, ça, c'est une piste parce que depuis tout à l'heure, je dis le tueur, le tueur, le tueur. Ça se trouve, ils étaient 3. Mais on va voir que c'est quand même un petit peu plus invraisemblable pour plein de raisons. Surtout que là, il dit qu'il les a pris aux environs de minuit, alors qu'on a des preuves que la personne, il y avait quelqu'un d'autre dans la maison des Miyazawa jusqu'au lendemain matin, quoi. Donc c'est bizarre. Et donc, le lendemain matin, la veille du Nouvel An, le 31 décembre, la mère de Yasuko est inquiète puisque toute sa famille dort encore à 10h du matin. Si vous avez des enfants de 6 ou 8 ans, ou vous avez déjà vécu avec des enfants de 6 ou 8 ans, vous savez qu'à 10h du matin, tout le monde est réveillé depuis 4 heures. Donc, elle s'inquiète de voir que personne n'est réveillé dans la maison. Elle essaye de les appeler au téléphone, mais en fait, ça sonne même pas. Comme si les fils avaient été coupés, ce qui d'ailleurs va s'avérer être le cas. Et bien sûr, elle ne pouvait pas le savoir. Donc, elle est sortie de la maison et elle est rentrée. Elle a toqué en fait à la porte d'entrée de là où vivait la famille de sa fille. Et bien sûr, personne n'est venu leur répondre. Et selon le rapport de police, elle dit avoir utilisé son trousseau de clés pour rentrer. Parce que la porte était verrouillée. Ça aussi, c'est important. La porte d'entrée était fermée à clé. Donc, elle a été obligée d'utiliser sa clé. Donc, ce qui prouverait que il n'y a pas eu la porte n'a pas été forcée, donc quelqu'un est entré par une autre entrée. En entrant dans la maison, elle tombe malheureusement. J'ai oublié de passer la truc. Voilà. Elle tombe malheureusement sur. Donc là, vous avez. Alors, attendez. Je vais vous montrer. Ici, vous avez écrit le nom. Alors, je ne sais pas si vous voyez avec ma petite souris. Vous avez écrit ici le nom de Mikio, qui est le papa. Donc là où on les a trouvés, Nina la petite, Yasuko la maman et Reikun le fils dans sa chambre. Donc, premier étage, des escaliers, deuxième étage et ici. Voilà, c'est comme ça qu'elle les a trouvés. Donc, ça va être un peu plus facile avec la carte ou la reproduction sous les yeux de comprendre ce que je vais raconter maintenant. Mais du coup, en entrant dans la maison directement, elle tombe sur le corps de son gendre. Merci. À la tienne, Bibi. Donc, elle tombe sur le corps de son gendre au bas de l'escalier, en fait. Il est allongé sur les 3 premières marches de l'escalier. Il a été poignardé à plusieurs reprises et on aurait dit qu'il a dévalé l'escalier, en fait. Et on pense que c'est ça
le bruit que elle a entendu vers 23h30, que c'est lui qui tombait des escaliers, on pense. On ne peut pas en être sûr, mais on pense. Et ensuite, la mère de Yasuko s'inquiète pour le reste de sa famille et c'est normal. Elle donc cherche un petit peu partout. Elle monte à l'étage et elle tombe sur le corps de Nina et de sa fille, enfin sa fille à elle, hein, Yasuko. Qui avaient été elles aussi poignardées des dizaines de fois, beaucoup plus violemment que le père. Allez savoir pourquoi. Il y a eu plusieurs théories à ce sujet dont on parlera un petit peu plus tard. Les deux femmes, enfin la petite et la maman ont été très 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 violemment poignardées. Et la mère de Yasuko dit qu'elle se souvient avoir posé les mains en fait sur le corps de sa fille et de sa petite fille pour voir s'il y avait moyen de les sauver, s'il y en a une qui respirait encore, etc. Mais malheureusement, c'était trop tard. Et elle a ensuite trouvé Lei qui était dans sa chambre. D'ailleurs, il était même dans son lit. Et lui, il a été étranglé, donc il n'a pas été poignardé. Ce qui a conduit les enquêteurs à penser que c'est le petit garçon qui avait été tué en premier. D'abord le petit garçon et en fait le problème c'est qu'après on ne sait pas exactement comment ça s'est déroulé, donc là aussi il y a plusieurs théories, mais on va en parler ensemble. Et donc la mère de Yasuko elle est absolument traumatisée, c'est normal, et elle appelle la police. C'est elle qui contacte la police sans avoir touché à rien. Mais bon, c'est pour ça qu'en fait elle a dit qu'elle les avait touchés, parce que elle a dit que genre c'est normal si vous trouvez mes empreintes sur les habits, c'est parce que j'ai vu et j'ai essayé de voir si si elles respiraient ou s'il y avait moyen de les sauver. Donc la police arrive. Et ils savent tout de suite que l'affaire est grave, très grave, et qu'elle va provoquer genre une onde de choc dans toute la région, puisque c'est une famille entière. Hein, il n'y a pas de survivants. En pleine nuit, par un agresseur inconnu, sans raison apparente. Et donc, ça fait peur, forcément. Genre, quand tu te dis, c'est je sais pas, son ex-mari qui a tué sa femme et tout ça, toi personnellement, si tu la connais pas, tu te dis pas, enfin, si tu la t'as beaucoup moins de chances de te faire agresser, tu vois. Alors que si c'est un mec qui tue au hasard, sans raison, des familles complètes, ça peut t'arriver à toi, tu vois. Donc la police de Tokyo est en mode, ok les gars, il va falloir faire en sorte de vite régler cette affaire-là. Bon, on sait que 22 ans après, c'est toujours pas réglé, donc voilà. Mais ils paniquent un petit peu. Et du coup, ils ont tout de suite commencé à examiner la scène de crime et à essayer de reconstituer ce qui s'était passé. Et ils demandent tout de suite déjà à la mère, à la sœur et au beau-frère d'Yasuko qui habite à côté d'essayer de se souvenir de tout ce qui a pu se passer de bizarre ou de suspect cette nuit-là. On l'a vu, pas grand-chose malheureusement. La seule chose qui les a donc interpellés, c'est le bruit sourd qui s'est produit vers 23h30, donc, et dont la police pense que c'est peut-être le père qui s'est battu avec le tueur présumé et qui serait tombé en bas des escaliers, en fait. Donc, on pense que c'est ça. Au vu, donc Mikio, il avait été principalement Mikio avait été principalement poignardé dans le dos et dans le cou. Ils ont vite conclu que les coups de couteau avaient été portés par un couteau à sashimi. Donc nous voici arrivés au point 2. Le couteau à sashimi qui a été en plus laissé dans la cuisine de la famille. C'est le couteau qui avait été acheté la veille dans le supermarché local. Et comme il n'y en a qu'un qui a été acheté, c'est quand même assez facile de corroborer le fait que c'est bien celui-là qui a été utilisé ce jour-là. Qui avait été apporté sur les lieux par le tueur. Sauf que en attaquant Mikio, le couteau s'est brisé. Et
Du coup, c'est pour ça que ça fait dire à la police que le couteau cassé n'était que une des deux armes du crime. Donc, il y a eu le tueur a pris un autre couteau qu'il a trouvé dans la cuisine de la famille, qui a été utilisé pour les deux femmes à l'étage. Donc c'est peut-être que il y a le fait qu'il ait brisé ou pété son couteau qui l'ait énervé au point de se déchaîner sur la gamine et sa mère. Peut-être que c'est une autre raison totalement différente, peut-être que j'en sais rien, tu vois. Mais en gros, entre l'arme qu'il a utilisée pour le père et les autres, ce n'est pas le même couteau, donc le mec est allé se servir. Ce qui va expliquer aussi pourquoi on a du mal à déterminer exactement la chronologie des faits. Juste un truc à noter aussi, c'est que Mikio n'était pas en pyjama, il portait encore ses affaires de jour, donc c'était pas arrivé si tard que ça, il n'était pas en train de dormir, il n'était pas en train d'aller se coucher ni rien, il était encore habillé. Euh, bon, du coup, vous avez vu tout à l'heure un petit peu comment la grand-mère avait retrouvé le corps de la femme et de la fille. Et en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est que la maison était construite, là on le voit, mais il y a un loft au troisième étage. Il y a en fait, enfin, alors en japonais, le rez-de-chaussée, c'est le premier étage, donc un 2 3. Il y avait deux étages ou trois étages selon la façon dont vous comptez. Donc au troisième, il y avait une petite échelle. Attendez, je vais juste vous remontrer. Est-ce que vous voyez ici, en fait, là, il y a un escalier sur la maquette. Et en fait, c'est pas vraiment un escalier, c'est une échelle qui monte dans un espèce de petit loft du troisième étage où il y avait un lit et une télévision. Et la police suppose que c'est là où étaient Yasuko et Nina au moment des meurtres, donc au troisième étage, et que c'est pour ça qu'on les a retrouvés en bas de l'échelle. Bon, ça peut être un grenier, un loft, enfin bref, c'est un truc aménagé au troisième étage. Et le fait que les deux femmes, enfin la petite fille, hein, les deux femmes aient été poignardées beaucoup plus violemment. Enfin, je veux dire, même après la mort, elles ont continué d'être poignardées, ce qui est assez horrible. Euh, euh, ça a conduit à de nombreuses théories selon lesquelles le tueur était peut-être soit il détestait les femmes, soit il avait une rancœur particulière envers la mère, soit parce que bon, la fille, gamine de 8 ans, enfin, qu'est-ce que tu veux, haïr une gamine, quoi, c'est pas possible. Soit, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il ait pété son couteau entre temps et qu'il ait dû retourner en bas, chercher un autre couteau, ça l'a énervé. Enfin bref, on ne sait pas trop. Mais elles ont été littéralement massacrées. Ou alors, voilà, ou alors c'était quelqu'un qui la connaissait et on sait que les gens qui haïssent quelqu'un en particulier, ils y mettent beaucoup plus de cœur à l'ouvrage, tu vois, plutôt qu'un type que tu connais pas, apparemment. Psychologiquement parlant, ça fait sens. En fait, on a aussi retrouvé du sang de Nina et du tueur sur des bandages au troisième étage, donc en haut, avec la trousse de secours. Et du coup, en fait, on ne sait pas si, par exemple, donc on sait que Lei a été tuée en premier dans la chambre, puisque c'était l'endroit le plus proche de là où le tueur est rentré, de par là où il est rentré dans la maison, c'est-à-dire une fenêtre du deuxième étage. Je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure ce qu'on voit. J'ai une autre photo de derrière, mais en gros, il est tombé sur le petit garçon en premier. Il l'a tué certainement dans son sommeil en l'étranglant, du coup pour éviter de faire peut-être le moindre bruit. Et il est peut-être tombé sur la mère et la fille qu'il a commencé à agresser. Le père est monté, puisqu'on clairement il est retombé des escaliers, donc le père est monté. Peut-être que il a du coup dû maîtriser le père, se battre avec le père, le faire tomber, etc. Que c'est là qu'il a pété son couteau. Il a dû aller en chercher un autre et que pendant ce temps-là, la mère et la fille qui étaient blessées ont essayé de peut-être se soigner ou ont cru qu'il était parti
Et on a retrouvé, donc c'est pour ça qu'on aurait retrouvé par exemple des bandages ou des trucs comme ça. Peut-être qu'elles ont essayé de se réfugier au 3e étage, puisque c'était une échelle que tu tires, tu sais. Donc tu peux monter, tirer l'échelle, refermer la trappe et la personne n'a plus moyen de rentrer. Donc peut-être qu'elles ont essayé de faire ça, mais on sait pas. On sait pas exactement. Salut Anna. Ouais, sujet dramatique, ça m'arrive assez régulièrement de parler d'histoires de true crime. J'espère que ça va. J'espère que ça va bien. Mais voilà, du coup, exactement la chronologie des faits, on ne sait pas. On ne sait pas, sauf pour le petit garçon, les autres on ne sait pas, mais on pense que, vu que la gamine et sa mère ont eu le temps d'aller chercher une trousse de secours et essayer de bandager les blessures, etc., il est très possible qu'elles aient cru qu'il était parti, ou dans tous les cas, elles ont eu le temps d'essayer de se soigner avant qu'ils reviennent les achever. Donc voilà. Ouais, sur les crimes. On est tous pendus à mes lèvres, oh là là. C'est gentil, c'est ma façon de raconter les trucs horribles qui vous intéressent tant que ça. Ça fait plaisir. En plus, c'est marrant, ça colle pas du tout avec l'ambiance paisible des animaux qui dorment derrière moi et tout. Voilà. Mais voilà, le true crime de temps en temps, j'aime bien faire ça. Sur des affaires japonaises en tout cas. Euh, Résumé vite fait, cambriolage raté. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore parlé des raisons ou des théories, mais en gros, c'est une affaire. Ça a eu lieu le 30 décembre 2000. Une famille de 4 qui a été retrouvée massacrée chez elle, et ça fait 22 ans qu'on cherche l'identité du tueur, la raison et plusieurs choses comme ça. Donc pour l'instant, tu n'as pas loupé grand-chose à part le début, le setting, où est-ce que ça se trouve, etc. En sachant que c'est dans un quartier de Tokyo et que c'était il y a 22 ans. Voilà. Toujours non résolu. Toujours non résolu, ouais. Toujours non résolu. Et puis j'ai envie de te dire, on n'y croit plus trop, mais bon, on verra. Je suis pas flic, donc je ne sais pas. Pas enquêtrice. Il y a un détail qui est important à noter et qui en donne envie de s'énerver vraiment beaucoup, c'est que l'après-midi donc du 31 décembre, puisque ça s'est passé dans la nuit du 30 au 31, l'après-midi du 31 décembre, à peu près 6 heures après la découverte des corps, vers 10h30 du matin à peu près, il y a un jeune homme métis, c'est très important, donc qui n'est pas 100% japonais en tout cas, qui a été admis dans un centre médical de la gare de Tobuniko. Là, je vous ai mis juste une photo de la gare, qui est située à quelques heures du nord de Setagaya, dans le quartier où vivait la famille Miyazawa donc. Et il y a quand même beaucoup de trains qui font la navette entre Tobuniko, c'est facile de s'y rendre, c'est pas du tout embêtant. Et en fait, ce type-là, qui avait environ une trentaine d'années, a été admis sans donner son nom ni la raison de sa blessure, mais il avait une blessure à la main assez grave pour que l'os soit exposé, donc le mec s'est quand même fait bien mal. Et le personnel présent sur les lieux a été assez surpris parce que le mec a été très nonchalant et il n'était pas du tout en mode soignez ça au secours et tout, il était plus en mode non, non, c'est rien et tout, alors qu'il avait l'os comme ça. Malheureusement, en fait, dans les années 2000, c'était peut-être, je sais pas si ce serait toujours possible maintenant, mais en fait, il a payé en liquide, donc sans donner son nom, sans donner son assurance sociale, sans rien donner, il a payé en liquide, donc il a laissé aucune trace. Malheureusement, on a de très fortes suspicions comme quoi c'est lui, mais on ne sait pas qui c'est. Et il portait une doudoune noire et un jean. Et forcément, le personnel de l'hôpital ne pouvait pas savoir ce qui venait de se passer il y a 5 ou 6 heures avant, à quelques heures de là où il travaille. Donc, ils l'ont laissé repartir sans rien lui demander. Et il n'a pas eu à donner son nom. Non, il n'a pas eu à donner son nom. Il a été, le mec, il a dit, il est allé dans un hôpital, on l'a soigné, il a payé, il est parti. Et tout le monde s'est dit, tiens, quand même, le mec, il est venu avec une blessure, un truc de fou. Et personne n'a pensé à lui demander son nom. Ou alors, peut-être qu'il a dit, non,
moi je donne pas mon nom, tu vois, ou j'en sais rien, mais je pense que il s'est démerdé comme ça, et au final, bah, personne s'est posé la moindre question sur ce qui avait pu se passer, alors que, et ils l'ont su qu'après, tu vois. Sur le coup, tu te dis juste, ok, le mec est chelou, mais tu te dis pas, ok, le mec vient de tuer 4 personnes. Donc, bah, malheureusement, pour les enquêteurs, on sait qu'il est passé par là, mais on ne sait pas qui c'est. Et par contre, il y a il y a énormément de choses qui font dire à la police que le mec, c'est son premier crime parce que il a laissé toute sa maison sur le lieu du crime. Donc là, vous avez l'actuel, le véritable, enfin le modèle du couteau à sashimi qui a servi dans le meurtre de Mikio. Et en fait, déjà ça, rien que ça, retrouver l'arme du crime pour la police, normalement, c'est une énorme preuve. Souvent, tu la cherches, tu la trouves jamais, etc. Donc là, ils trouvent tout de suite le couteau à sashimi et l'autre couteau dans la cuisine qui était laissé comme ça, avec le sang dessus et tout, enfin, laissé comme ça. Euh, en plus des couteaux, la police a découvert qu'il y avait voilà, plein de choses. Ils ont peut-être plus pensé à un affrontement entre gangs que quelque chose comme ça. Ah oui, je pense que clairement, vu qu'en plus le taux de criminalité de ce genre de crime est extrêmement bas au Japon, genre je pense que c'est venu à l'esprit de personne de se dire que voilà, tu vois, le mec, c'est vrai que s'il avait été pris dans un affrontement entre Yakuza, tout ça, ce serait déjà plus probable pour le personnel soignant que voilà, puis ils ont peut-être autre chose à faire aussi, les infirmiers, que de questionner tous les mecs blessés qui viennent chez eux, tu vois. Je veux dire, voilà. Donc, il trouve que, comme je vous l'ai dit, la trousse de premiers soins de la famille avait été ouverte pendant l'agression et que certains morceaux de bandage de la trousse de premiers soins ont été trouvés avec le sang de Nina dessus. Donc certainement que sa mère a dû profiter d'un moment où elle pensait qu'il était parti ou que je sais pas, pour essayer de soigner sa fille. Dans la salle de bain à l'étage, euh, merci Mel. Attends. Je confirme, pour avoir fait des urgences, il vaut mieux pas demander. Ah oui, je me doute bien que vous avez déjà autre chose à faire que de demander à tout le monde ce qui s'était passé. Et en plus, si la personne vous dit ah, ouais, c'est bon, ta gueule et soigne-moi, enfin, je pense pas que tu t'emmerdes à vraiment dire mais vous êtes sûr, tu vois, enfin, je sais pas. C'est pas votre taf, quoi. Donc voilà. Dans la salle de bain à l'étage, la police a trouvé dans les toilettes un étron laissé par le tueur qui n'avait même pas pris le temps, ou même pas le temps, parce que le temps il l'avait, mais qui n'avait pas pris la peine de tirer la chasse. Donc il a laissé sa merde dans les toilettes. Soit il ne savait pas comment fonctionnaient les tests ADN. On est en 2000, hein, on n'est pas en 1962. Hein. Soit il était persuadé qu'il allait s'en sortir dans tous les cas, donc il en avait rien à faire, il a tout laissé comme ça. Du coup, ça a été analysé par des chercheurs qui ont découvert que la dernière chose qu'il avait mangé, c'était un plat d'épinards au sésame avec des haricots verts. Voilà. Sur plein de forums, quand j'ai fait mes recherches, ce plat, tout le monde, tous les Japonais s'accordent à dire que c'est quelque chose, un plat de famille, enfin pas un truc super fancy et tout, un plat que quelqu'un, certainement une mère ou une femme, ferait à la maison. Donc que cette personne-là
avait certainement cuisiné pour le tueur, certainement une femme. Pas oublier qu'on est dans une société au Japon très patriarcale, c'est la femme qui cuisine 99% du temps. Donc les gens, les internautes, les Japonais, qui en connaissent mieux sur la culture que moi, même si j'y habite, sont très 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 nombreux à dire que c'est une femme qui a certainement cuisiné ce plat pour lui. Voilà. Donc, c'est très possible qu'il vive avec sa mère ou avec sa femme, mais on va en reparler. Dans toute la maison, on a retrouvé des empreintes de l'agresseur présumé, des taches de sang. Il a touché à tout. Des empreintes de chaussures aussi. Alors, vous voyez qu'il y a une photo des chaussures qui allait devenir très célèbre parce qu'elles appartiennent à un type de chaussures, voilà, que beaucoup qui était très très populaire à l'époque, est disponible dans tout le Japon. Mais en fait, ce qui va être très intéressant, c'est que euh, les empreintes qu'on a retrouvées correspondent à une pointure qu'on ne trouve pas au Japon. C'est une pointure coréenne qu'on ne trouve pas au Japon, donc c'est impossible d'acheter ces chaussures-là dans un magasin au Japon. C'est pour ça qu'on commence déjà à établir des théories disant que le tueur n'était très certainement pas japonais. Maintenant, on est en 2000, les achats sur Internet à l'époque, ça existe déjà, les achats d'occasion, etc. D'ailleurs, on va en reparler dans le reste, mais il est très possible que ce type-là ait acheté ça à quelqu'un qui se les ait procurés en Corée du Sud, etc. Mais le fait qu'on va retrouver beaucoup d'autres choses qui pointent du doigt une très probable venue d'un autre pays que le Japon. On a en fait aussi retrouvé donc à part les bandages de la trousse de premier secours utilisée par Nina, on a retrouvé aussi des serviettes et des serviettes hygiéniques sur lesquelles se trouvait le sang du tueur, donc des serviettes de bain et des serviettes hygiéniques. Pour les détectives, elles accréditent l'idée que Mikio s'est battu avec son agresseur dans les escaliers et c'est ça qui aurait causé une blessure à l'agresseur qui a nécessité peut-être il a attrapé des serviettes, des comme ça, pouf, et puis il se les est collées pour essayer d'arrêter l'hémorragie un maximum. Surtout s'il était blessé au point qu'on voyait l'os, je pense qu'il y avait quand même pas mal de sang, d'ailleurs ils en ont retrouvé quand même pas mal. Donc, la police a envoyé des échantillons de sang pour qu'ils soient analysés, etc. On aura les résultats plus tard, mais en attendant, elle continue à chercher des preuves et la police finit même par se dire que c'est intentionnel tellement il a laissé tout sur la scène de crime. Il a laissé ses vêtements, donc sa tenue entière, dont des articles qu'il avait apportés avec lui, qu'il portait avec lui ce soir-là, et qu'il a laissé derrière lui. Ou alors, qu'il a oublié, tu vois, dans sa précipitation pour repartir, mais on va le voir, il n'était pas très précipité à repartir, donc c'est bizarre. Donc, il portait une tenue que les gens, encore une fois, ont qualifiée de tenue de skater. donc, quelque chose du style que porteraient des skateurs dans les années, en tout cas début 2000. Donc une casquette, une veste noire, une parka à manches longues, donc c'est ce que vous avez à l'écran. Violette, alors on la voit noire mais elle est violette et blanche, des gants fourrés noirs, une écharpe multicolore sans étiquette donc intraçable, et un mouchoir noir. Donc le mec, il a tout laissé, ses couteaux, son machin, etc. Le plus remarquable... Salut Yuyo, tu suivais en mode radio? Ouais, c'est fou que ça reste un cold case. Franchement, surtout vu toutes les preuves et tout, c'est un truc de fou. Et donc la parka à manches longues, c'était le plus remarquable parce qu'on a découvert que c'était une série limitée qui ne s'était vendue qu'à 130 exemplaires. Donc quand même, voilà. Mais on a pu retrouver que 12 acheteurs et ils ont tous été mis hors de cause. Donc... on sait que c'est pas à la famille puisque ce n'est pas le style de vêtement et d'ailleurs c'est même pas la bonne taille d'aucun des habitants de la maison.
C'est une chaîne de magasins qui vendait, donc c'est une chaîne de magasins qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Malufulu, donc j'avais jamais entendu parler, mais c'est une chaîne de magasins qui vendait aussi les mêmes gants et le chapeau qu'on a retrouvé sur la scène de crime. Euh, il a tout laissé et il est quand même pas reparti à Walpé. Bah attends, j'en parle après, mais quasiment en fait. Quasiment. Le mouchoir aussi, donc on a retrouvé un mouchoir, était également assez remarquable car la police a découvert qu'il avait été repassé avant d'être utilisé. Un mouchoir en tissu, hein. Alors je sais pas parmi vous qui repasse, déjà qui possède des mouchoirs en tissu. Moi non. Et si vous en avez, si vous les repassez, voilà. Donc le mec avait un mouchoir dans sa poche dont on pouvait voir clairement qu'il avait été repassé. Les gens en général ont attribué le fait que le mouchoir a été repassé à un autre indice montrant que le tueur vivait certainement avec sa femme ou plus certainement avec sa mère. Maintenant, ça ne veut rien dire parce que y a aussi une autre théorie dont je vais parler tout à l'heure. Les analyses médico-légales ont découvert des traces d'eau de Cologne dracar noir sur le mouchoir. Voilà. Et en plus, ils ont aussi découvert que tous ces vêtements ont été lavés dans une eau dure, qui est incompatible avec l'eau au Japon, qui est une eau douce. Et en fait, cette eau était originaire de Corée. Donc encore une fois, voilà, la Corée revient avec sa pointure de bizarre, sa pointure de chaussures qui n'existe pas au Japon, et les vêtements ont tous été lavés dans une eau coréenne. Donc ça quand même commence à corroborer quand même pas mal de choses. Ça veut pas dire qu'il est d'origine coréenne, mais ça veut dire qu'il y a soit séjourné, voilà, qu'il y a habité, qu'il en vient. En plus des vêtements, parce que bon, le mec, il a pas fait les choses à moitié. Alors, on a toute sa tenue. Voilà, on a toute sa tenue. Il a tout laissé, la casquette et tout laissé. Enfin, le casquette, le bob d'ailleurs. Le tueur a laissé derrière lui d'autres preuves. Et le plus important étant son espèce de sac banane. Alors, je sais pas comment ça s'appelle ce truc-là. Un fanny pack en anglais, j'en sais rien. Ce sac banane. Où en fait à l'intérieur ils ont retrouvé du scotch pour le thé qu'on mettait en dessous des planches de skateboard à l'époque, donc du scotch pour planches de skate, en dessous, au-dessus, tu sais, le truc grip là, tu mets les pieds dessus et ça glisse plus. De l'eau de Cologne, donc le dracar noir. Et la dernière pièce à conviction qui est la plus intéressante mais aussi déroutante, c'est qu'on a retrouvé du sable à l'intérieur. Et alors je ne sais pas si vous le saviez, moi je ne le savais pas du tout, mais le sable en fait, chaque grain de sable peut être tracé à un endroit exact dans le monde. Donc le sable qui a été retrouvé dans la banane, on a déterminé que c'est du sable qui n'est trouvable que dans un rayon de 50 à 100 km d'une base américaine dans le sud-ouest, d'une base de la Navy dans le sud-ouest des États-Unis. Voilà. Ce sable, il est que là-bas. La base aérienne d'Edwards, une installation militaire située à environ 150 km au nord de Los Angeles. Ce sable, qui était dans sa sacoche et sous ses chaussures, n'est trouvable que là-bas. Donc c'est un mec qui a des habits lavés en Corée, des chaussures habillées en Corée, du sable dans sa banane qui vient des États-Unis. Ça commence à faire un petit peu beaucoup quand même. Il y a une banque de données sur tous les sables de la planète. Je plains le mec qui a dû enregistrer toutes ces infos. Putain, je pense, mais grave, je sais pas comment ils ont fait pour retrouver ce sable-là, mais pour
Ça, c'est encore une preuve qu'ils se sont donné des méga moyens pour vraiment tout faire pour essayer de retrouver le type, quoi. Ils ont été jusqu'à analyser le sable, les grains de sable, quoi. Euh, euh, et Bibi qui dit... et Bibi qui dit de l'autre colonne, il y a des mouchoirs pliés dans un truc de skater. Le mec est super louche. On est d'accord. On est d'accord que moi aussi, je trouve ça bizarre. Le mec, il a un mouchoir. Enfin, je sais pas. Moi aussi, je trouve que ça correspond pas trop à ce style-là. C'est un peu comme si c'était fait exprès, tu vois. Le mec, il s'est donné un style de skater parce qu'il peut-être qu'il sait, qu'il a entendu, qu'il a vu que Mikio s'était pris la tête avec un groupe de skateurs il y a quelques temps. Le mec, peut-être qu'il a fait exprès, tu vois. C'est possible aussi. Euh, c'est comme si tu... Quoi? En même temps, avec le peu de nombre de gros crimes au Japon, ils ont le personnel et les moyens. Alors oui, il me semble que il y a eu à peu près 250 000 policiers qui ont, enquêteurs, policiers, tout ça, qui ont travaillé sur ce cas-là. Clairement, ils ont les moyens. Et en plus, ils ont la technologie, une des technologies, genre dans la résolution de crimes la plus avancée du monde entier. Et malgré ça, on sait toujours pas qui c'est, tu vois. 250 000, ouais. 249 000 qui regardaient un mec bosser, qui regardaient 1000 mecs bosser. Non, non, non. Ils ont vraiment mis les moyens. Euh, mais voilà. Donc, ce sable, finalement, même si c'est une sacrée découverte, c'est quand même un gros obstacle à l'enquête parce que il y en a beaucoup qui ont vu un signe que le tueur était peut-être un mec de l'aviation qui était stationné à la base de Yokota, qui est donc à quelques kilomètres de Tokyo. Euh, et en fait, tout à l'heure, je vous parlais du mouchoir repassé. Beaucoup ont dit que c'était parce que c'était sa mère qui avait repassé ce truc et tout. D'autres ont dit que si c'est vraiment un militaire, ça pourrait être la preuve de... parce qu'il me semble que les militaires, genre niveau tenue, ils doivent repasser absolument tout leur... Enfin, genre c'est très, tu vois. Et ce serait pas étonnant qu'ils doivent repasser leur mouchoir en tissu. Tueur belge peut-être. On ne les a jamais retrouvés. C'est peut-être Xavier Dupont de Ligonnès aussi. Hein. Je sais pas. C'est peut-être lui. Il était là. Il faisait le tour du monde en 2000. On ne sait pas. Euh, j'ai du mal à croire que le reste de la famille n'est pas dans le coup, même si c'est pas forcément eux qui ont commis le crime. Sérieux? Ah ouais? Genre la mère, la grand-mère et la sœur et le beau-frère? Ah ouais, putain, moi vraiment pas du tout quoi. J'ai même pas pensé à cette possibilité-là en vrai. Moi j'ai vraiment suivi le truc de la police en me disant, je pense, la théorie la plus probable pour moi, c'est que ce soit un militaire, mais mais on peut pas oublier le fait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très possible que le mec ait acheté son sac banane sur eBay, enfin dans les années 2000, eBay, tu vois, sur eBay d'occasion, un autre militaire, enfin voilà, tu vois. Mais bon, ça commence à faire beaucoup quand même, tu vois. Euh, malgré la présence de toutes ces preuves sur les lieux, la police n'arrivait pas à constituer l'affaire. Et ils avaient absolument aucun suspect, à part le mec qui est allé dans l'hôpital, mais genre, c'est personne, tu vois. On sait pas qui c'est. Euh, la police, donc, a découvert que la fenêtre... Alors, attendez, j'ai... euh, donc voilà, hein, comment était habillé le jeune skater. Et voilà, ce dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, la police a découvert que la fenêtre de la salle de bain du deuxième étage, qui était accessible à l'arrière de la maison, est située juste au-dessus de la clôture.
Voilà. Ses parents, la maison du parc, c'est très probablement la façon dont le tueur est entré dans la maison. C'est quelque chose qui est assez physique, mais qui ne serait pas impossible pour quelqu'un qui serait dans l'armée, par exemple, qui aurait une force physique, tu vois, pour se hisser comme ça. Voilà, pour quelqu'un qui serait en forme, c'est pas impossible du tout. Après s'être introduit dans la maison, il soupçonne donc que c'est le petit Lay qui avait 6 ans qui a été le premier visé par le tueur parce qu'il est rentré dans la chambre et que c'était juste à côté, là où il dormait. Euh, et euh, c'est donc Ouais, c'est donc pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, que on sait que la trousse de premier secours a été utilisée par Nina à un moment donné pour panser ses blessures, certainement par sa mère, hein, pour essayer de panser les blessures de la fille, et qu'il est possible que le tueur les ait attaqués avec son couteau à sashimi cassé, qu'il ait découvert qu'il était inutilisable et qu'il soit allé en chercher un autre dans la cuisine. Et que c'est peut-être pendant cette pause-là que Yasuko et Nina ont essayé de se soigner et que en fait, il n'était pas vraiment parti de la maison. Mais personnellement, je pense que c'est plus probable que le tueur ait attaqué la petite après avoir tué son frère, qu'elle était avec sa mère à ce moment-là, et qu'en fait, le père a entendu d'en bas et qui s'est précipité pour essayer de les éloigner. Que vu que le tueur devait maîtriser le père, c'est concentré sur lui, a laissé les femmes et est revenu ensuite, etc. Je pense que c'est plus comme ça que ça s'est passé, mais on n'a absolument aucune preuve. Euh, on pense qu'en fait, elles, les deux, la mère et la fille, comme je vous ai dit tout à l'heure, se dirigeaient vers le grenier pour s'y réfugier, monter l'échelle et s'y réfugier. Et en fait, une fois qu'il a eu terminé, le petit gars, qu'il a eu fini ses trucs, euh, les preuves ont conduit la police à penser que le tueur, au lieu de s'enfuir immédiatement après avoir tué la famille, il avait décidé de rester dans la maison, mais genre vraiment pendant longtemps. C'est pour ça qu'on pense aussi que c'était peut-être son premier meurtre. Le mec, il n'a pas pensé à s'enfuir. Enfin, j'en sais rien, c'est bizarre. Il a même pas pris la peine de recouvrir le corps et tout, mais il s'est bien installé. Il a pris ses petites aises. Il a apparemment fait une sieste sur le canapé du salon de la famille, là où il a d'ailleurs laissé tous ses vêtements pliés, puisqu'il s'est déshabillé, qu'il a tout laissé. Euh, en plus, enfin, il y avait la grand-mère qui vivait juste à côté et tout. Il s'est pas posé de questions, il s'est dit oh, faire la sieste. Ensuite, il s'est servi dans le frigo. Il a mangé 4 glaces, donc il a laissé les emballages comme ça. Il a mangé du melon il s'est fait plaisir. Ensuite, il est allé aux toilettes. Il a également utilisé l'ordinateur de la famille vers 1h18, à 1h18 très précisément, parce qu'il a visité les sites web que Mikio avait mis en favori. Il a essayé d'acheter deux billets pour un spectacle de théâtre avec la carte bleue de Mikio. Il n'a pas réussi. Donc du coup, il s'est dit, tiens, je vais peut-être finir par aller voir une petite pièce de théâtre et tout. Enfin, le mec était vraiment pas du tout pressé. Il s'est reconnecté aussi des heures plus tard, vers 10h du matin, pour consulter un petit peu les sites de la société de Mikio, donc là où il travaillait, l'école où enseignait Yasuko aussi. Donc, ce qui nous fait dire que le mec ne connaissait peut-être pas forcément la famille, en fait. Il ne savait pas qui c'était, parce que c'était tous des sites en favoris. Donc, il a juste... voilà. Euh, Quand tu fais les choses sans stress, les gens ne voient rien. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que face à la terreur, il y a un effet de tétanisation qui peut empêcher le corps de réagir outre mesure, car l'esprit est en mode freeze. Oui, bah lui, en tout cas, il s'est pas posé de questions, quoi. Il a fait son truc et après, il s'est dit que... Enfin, il a eu la confiance, il est resté jusqu'à 10h du matin le lendemain, minimum. Après, on sait que la mère est venue vers 10h30. C'est peut-être ça qui l'a fait fuir à ce moment-là, certainement par l'endroit où il est rentré, donc la fenêtre du deuxième étage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout au début du live, je vous ai dit, il y a un chauffeur de taxi, il a récupéré 3 mecs, dont un blessé vers minuit ce soir-là.
Si le mec à 10h05 était encore dans la maison, c'est que c'est pas lui, tu vois. C'est pas eux, c'est une coïncidence ou je sais pas, mais voilà. Parce que on sait très bien que l'ordinateur a été utilisé à 10h du matin. Euh, Après avoir utilisé l'ordinateur, pendant environ 10 minutes, il l'a débranché. Pendant la nuit, il a rassemblé les cartes d'identité et les cartes de crédit de la famille qui ont toutes été retrouvées, triées dans le salon de la famille, près du canapé dans lequel le suspect avait dormi. Beaucoup ont supposé qu'il s'agissait d'une tentative par le ou les tueurs d'essayer de deviner les codes PIN, surtout qu'il a essayé d'acheter des tickets de théâtre et qu'il n'a pas réussi. Et en fait, il les a laissés derrière lui en se disant que s'il essayait de les utiliser quelque part, après, il se ferait attraper, ce qui certainement aurait été le cas. Donc, il a tout laissé. Euh, je pense qu'il a essayé il voulait peut-être essayer de les utiliser sur Internet pour s'acheter des trucs. Il n'a pas réussi, donc il les a laissés là. Il a également bizarrement rassemblé tout un tas d'objets et d'ordures de la famille, des emballages de, de papier, des trucs et tout, et il les a mis dans la baignoire. Voilà, des emballages, des prospectus, mais aussi des reçus de travail de Mikio et des documents scolaires de Yasuko, ainsi que les serviettes hygiéniques dont il s'est servi pour éponger son propre sang dans la baignoire. Voilà. Les enquêteurs pensent que peut-être il avait l'intention de mettre de l'eau et de peut-être détruire des preuves, ou on ne sait pas trop, mais bon, il a laissé sa merde dans les toilettes, donc c'est quand même bizarre. Voilà, on ne sait pas. Le mec a fait n'importe quoi. Et du coup, que une personne où il y a une possibilité qu'il y en ait plusieurs. On ne sait pas. Les policiers penchent pour un, mais on ne sait pas. Parce qu'ils ont retrouvé que du sang de une personne, des empreintes de une personne, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des mecs qui l'attendaient dans une voiture pour repartir ou quoi, on ne sait pas. Euh, Est-ce que la femme est arrivée alors qu'il était en pleine grosse commission? Non, non, ils ont déterminé que c'était après. Après que tout le monde soit mort, plusieurs heures après, il est allé se soulager dans les toilettes. Voilà. Euh, il a ensuite dormi dans la maison de Miyazawa et il leur a volé 130 000 yens, à peu près 1 000 euros. On se souvient qu'il a payé l'hôpital cash, donc je pense que c'est cet argent-là qu'il a laissé là, qu'il a utilisé, en sachant que la police a retrouvé plein d'argent dans le bureau de Mikio qui avait été laissé là, donc le mobile du meurtre n'est certainement pas le cambriolage. En plus, ils ont le seul objet qui a disparu, c'est une veste qui appartenait au père, puisqu'apparemment le tueur est reparti donc avec cette veste-là et un autre pantalon qu'il avait certainement apporté. Je pense pas qu'il soit reparti cul nu, mais un autre pantalon qu'il avait apporté. Merci beaucoup pour le follow. Euh, donc, euh, donc voilà, il a juste pris une veste et 1 000 balles, alors qu'il y avait beaucoup plus d'argent et des objets de valeur. Enfin, je veux dire, comme dans n'importe quelle famille, tu prends un PC, tu piques l'ordinateur ou j'en sais rien, tu vois. Mais il a tout laissé sur place, donc clairement, c'était pas ça le mobile. Tu viens voler le window? Ok, écoute, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Euh, Et j'en étais où? Voilà. Donc le seul objet manquant, la veste de Mikio. Je vous ai dit tout à l'heure que en fait la mère de Yasuko, quand elle est rentrée dans la maison, elle a dit ce jour-là au policier avoir dû utiliser sa clé car la porte était fermée. Mais après, elle a dit un peu plus tard qu'elle se souvient plus de si la porte était fermée ou pas, en fait. Elle est plus sûre à 100%. La porte était fermée, mais peut-être pas à clé.
Voilà, elle est plus sûre à 100% d'avoir dû déverrouiller la porte. Donc, on ne sait pas vraiment comment il a quitté la maison, en fait. Il a très bien pu partir par la porte d'entrée. Voilà. Sauf s'il a été dérangé par la mère qui venait l'emmerder, enfin, qui venait toquer en se disant, mais pourquoi personne n'est réveillé à 10 heures du matin. Mathie, elle croit pas. Mathie, elle croit que c'est la grand-mère. Mathie, elle croit que c'est la grand-mère. Donc voilà, donc là en fait, vous voyez deux affiches. Il y en a une, celle en blanc, c'est celle que j'ai prise en photo moi, juste à côté de chez moi, à côté de la gare, de ma gare à moi, il y a encore des affiches comme ça qui disent voilà ce que portait le tueur, voilà où il était, voilà les trucs de l'affaire, reconnaissez-vous ci, reconnaissez-vous ça. Et sur la fiche rouge, il y a écrit donc apparemment le mec, le tueur, il avait donc mis un mouchoir. Il avait mis son couteau dans un mouchoir en fait et il tenait le manche à travers le mouchoir et ils demandent si quelqu'un connaît si personne ne connaîtrait quelqu'un qui utilise un couteau de cette façon-là. C'est quand même assez bizarre, c'est quand même assez spécifique. Mais oui, il y a toujours des affiches parce que le mec est toujours recherché. Je sais pas, enfin, je sais pas si vous voyez, mais il y a écrit que il y a 2000 man, donc ça fait 20 millions de yens qui sont offerts pour une éventuelle piste, ou genre des suspects ou des indices, ou quelque chose de concret qui mènerait sur la piste du tueur encore aujourd'hui. Donc on l'a déjà dit, mais chasseurs de tête, c'est le moment de travailler. Donc au fil des années qui se sont écoulées depuis que Scream a été commis, donc 22 ans, hein, il y a eu des éléments de preuve qui ont été. Donc, les internautes, vu que c'est un cold case, hein, quelque chose qui n'a jamais été résolu, tout le monde s'en donne à cœur joie. Il y a eu plein de, plein de suppositions qui ont été faites sur Internet, mais il y en a certains que vous retrouvez en fait si vous essayez de faire un petit peu des recherches sur ce cas-là. Il y a des choses qui se sont avérées être fausses. Donc, je vais vous parler de deux choses déjà. Il y a eu apparemment des cartes postales qui ont été signalées comme manquantes au domicile de la famille dans les jours qui ont suivi les meurtres, mais en fait, elles n'étaient pas manquantes, c'est les policiers qui les avaient parce que en général quand c'est Mathie, en général quand c'est ce genre d'affaires-là, la première chose que les policiers font, c'est de se renseigner sur la famille proche. De quoi? 222 ans? J'ai dit 22 ans. J'ai dit soit 22 ans. 22 ans, j'ai pas dit. Bon, bref, 22 ans, non. Il y a 22 ans. Soit 22 ans, peut-être. Bref. Donc, ils ont voulu voir à qui les cartes postales. Enfin, tu sais, les cartes. Pas je dis cartes postales, mais c'est les cartes de vœux de fin d'année qui ont été échangées entre. Ah oui, d'accord, je vois, je vois. Ok. Ok, pardon. T'as la main qui tremble, ben, c'est la vieillesse. Alors tu vois que je pense que t'as plus de 22 ans, hein. Je pense, hein. Ou alors c'est triste pour toi. Donc voilà. Donc les cartes postales, machin, qui ont été prises et tout, c'est faux. Le deuxième élément, c'est qu'apparemment on aurait retrouvé du colorant rouge et les gens disaient que c'était quelque chose qui impliquait le tueur dans le commerce de méthamphétamine, des trucs comme ça, que peut-être même que la famille Miyazawa était elle-même genre plus ou moins plongée dans une production de meth dans son sous-sol, etc. N'importe quoi. Bref, c'est n'importe quoi. C'était juste du colorant qui a été un ingrédient qui était retrouvé dans les surligneurs rouges que la famille utilisait. Donc ça pourrait être n'importe quoi, mais rien à voir avec de la méthamphétamine euh, ou du trafic de sirop de grenadine non plus. Enfin, en plus, il n'y a pas de sirop de grenadine au Japon, donc c'est compliqué quoi. Euh, Il n'y a rien eu sur la famille proche des petits trucs suspects, rien. C'est vraiment même pas dans les pistes, ou en tout cas pas dans ce que le public connaît. Donc,
Et puis, peut-être que c'est... En tout cas, même si ça a un rapport avec la police, c'est avec la famille, je veux dire, c'est certainement quelqu'un qui a été commandité par la famille, mais pas la grand-mère, quoi, tu vois, qui est pas, voilà. La famille qui faisait de la drogue en sous-sol, absolument pas. T'annules tes vacances s'il n'y a pas de sirop de grenadine, bah rapporte-le, rapporte-le nous, on te le garde avec joie. Il y a plein de bonnes boissons au Japon, mais c'est vrai que le sirop de grenadine, des fois, ça fait du bien. Donc voilà, donc ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les forums, etc. C'est pas forcément vrai. Donc au fil des ans, il y a donc aucune nouvelle réponse qui a été apportée. En 2006, par contre, il y a eu des tests médico-légaux qui ont progressé par rapport au sang qu'on avait retrouvé sur le tueur, etc. Et en fait, ça permet de faire de grandes, grandes avancées dans le dossier. Euh, Oh, mais oui, bah, c'est normal. C'est normal, c'est ma commission. Si tu me demandes de le garder, j'ai le droit de me servir dedans. C'est comme ça que ça marche. Ici, c'est comme ça. Voilà. En examinant le sang qui a été laissé sur les serviettes et les produits féminins, ils ont fait des tests génétiques ADN, ce qui n'était pas forcément possible en 2000, mais qui a été fait donc en 2006. Et on a découvert des trucs qui corroborent quand même vachement le fait que déjà le tueur n'est pas japonais, que c'était donc le tueur probable, on a découvert qu'il était métis, euh, très certainement pas un citoyen japonais, ça veut rien dire, mais certainement pas. Les parents du tueur n'ont pas la même origine. La maman étant d'origine asiatique orientale et non d'ailleurs le papa non la maman merde je sais plus non le papa d'origine asiatique et la mère d'origine européenne méridionale. Euh, En 2006, il y a une source policière qui a donc dit le tueur était un homme d'origine asiatique. Son ADN portait un marqueur de son père, oui, donc voilà, asiatique, que l'on retrouve chez un japonais sur 13, un chinois sur 10 et un coréen sur 5. D'après son ADN, sa mère avait également un ancêtre originaire du sud de la Méditerranée, certainement plutôt vers l'Espagne. Donc, il aurait une mère espagnole ou portugaise ou peut-être même italienne et un papa coréen à prendre avec de grosses, grosses, grosses pincettes. Euh, il y a quand même une chance que ce soit un citoyen japonais, puisque ça arrive que des enfants par exemple, d'ambassadeurs, de personnes qui travaillent à l'ambassade d'un autre pays, tu vois, qui naissent au Japon et la citoyenneté japonaise, mais c'est quand même très peu probable. Comme en plus, les empreintes digitales ne correspondent à aucun de tout ce qu'on a cherché au cours des 22 dernières années dans toute la population japonaise, les chances sont quand même assez minces. En plus, à l'époque, il n'y avait pas encore eu le 11 septembre. Et c'est après ça que les pays du monde entier ont commencé à relever toutes les empreintes digitales de toutes les personnes qui rentrent sur leur territoire pour éviter les terroristes. Et donc, à ce moment-là, lui est peut-être passé entre les mailles du filet juste avant. À moins qu'il commette un autre crime similaires ou même qui commettent un autre crime tout court, au Japon, les chances de le retrouver via les empreintes digitales sont quand même assez rares, sont quand même assez faibles, je veux dire. Euh, mais Après, j'ai dit que le génome asiatique qu'on avait retrouvé chez le père du tueur était présent sur un Coréen sur 5, mais il est aussi présent dans un Japonais sur 13. Il peut être japonais, c'est plus rare, ce serait une coïncidence un peu plus rare, mais voilà. Mais on a retrouvé de l'eau coréenne pour laver ses vêtements. On a retrouvé une paire de chaussures à la pointure coréenne sur place. Bon, ça fait quand même pas mal de liens avec la Corée. Euh, et euh, et euh,
ça fait quand même 22 ans. Malgré le fait qu'on connaisse tout ça, ça fait 22 ans que le mec a jamais été retrouvé. Et en fait, la photo que je vous ai mise là, vous voyez que c'est tous les ans, le 31 décembre, les policiers, certains des policiers qui travaillent ou qui ont travaillé sur l'enquête au plus proche vont se recueillir en fait devant la maison parce que euh, et pour s'excuser de n'avoir jamais réussi à résoudre, j'allais dire à résoudre l'affaire. Tous les ans, c'est encore valable maintenant, tous les ans, ils vont se recueillir. Donc c'est pour ça que je sais que la maison est encore là, le parc qu'il y avait derrière, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils en ont fait. Mais en tout cas, la maison est encore là. Et je crois qu'il n'y a personne, il y a personne qui y habite. C'est personne qui y habite. Euh, hop. La... Donc, pour revenir sur cette histoire de est-ce qu'il y avait un tueur, est-ce qu'il y avait trois tueurs, est-ce qu'il y avait deux tueurs, etc. En fait, il y a eu longtemps des rumeurs qui ont persisté par rapport au fait qu'il y avait trois tueurs et non pas un seul. Et en fait, tout ça, c'est en grande partie à cause du témoignage du taxi qui disait avoir recueilli trois mecs dans la nuit à minuit, dont un blessé. Et en fait, comme on n'a jamais pu examiner la trace de sang puisque ça avait été nettoyé entre-temps, euh, on ne sait pas si ça correspond vraiment à quelque chose, mais l'horaire fait que c'est quand même un peu compliqué, ce qui ne veut pas dire que au début, en fait, l'enquête se soit peut-être un peu dirigée dans la mauvaise direction à cause de ça, que les détectives se soient focalisés sur un mauvais angle euh, qui, que en plus ils aient mêlé ces rumeurs-là au fait que Mikio s'était pris la tête avec un groupe soit de skateurs, soit de membres de gangs 2 ou 3 jours avant, ce qui aurait pu étayer la théorie de plusieurs tueurs. Donc, voilà. Mais il y en a d'autres qui disent que puisque le père s'était pris la tête de façon publique, enfin je veux dire tout le monde qui était là dans le parc ce jour-là a vu qu'il s'était pris la tête avec des skateurs, quelqu'un aurait très bien pu s'habiller comme ça pour faire croire que c'était une vengeance par rapport En plus, il leur a apparemment juste dit merci, mais faites moins de bruit, j'ai des enfants à la maison, tu vois, il les a pas non plus. C'était une petite altercation qui ne justifie pas du tout le meurtre de 4 personnes, tu vois, dont 2 enfants. Donc c'est peut-être une ruse du tueur qui s'est dit, ah bah tiens, comme ça, je vais mettre un petit peu le... Qui, qui se prépare à aller tuer une famille et emporte dans son sac un rouleau de scotch agrippant pour son skateboard. Genre, c'est pas trop bizarre, enfin, je sais pas, c'est quand même... Et en plus, il laisse tout ça là en mode, tiens, regardez, oh, regardez-moi ce t-shirt de skater et ces chaussures de skater, et regardez, j'ai un rouleau de skater. C'est bizarre quand même, tu vois. Euh, Attends, j'ai pas suivi le chat. Je regarderai tout à l'heure quand le PowerPoint sera fini. J'ai presque fini. Donc, mais bon, tout ça, bah, c'est juste une théorie. On ne sait donc pas s'il y avait vraiment. On pense qu'il n'y avait qu'un tueur, mais bon. euh, voilà. S'il y en avait peut-être un qui est rentré par la fenêtre, qui a laissé les deux autres après rentrer par la porte, puisque la mère ne sait plus si finalement c'était verrouillé ou pas. Enfin bref, c'est le bordel. Mais la théorie privilégiée par les enquêteurs, c'est que le tueur soit un membre de l'armée. Euh, les preuves trouvées dans le sac, donc le sable surtout,
euh, l'armée américaine, il faut savoir que quand même, c'est très présent. Ils sont présents au Japon. La base de Yokota est vraiment juste à côté de Tokyo et à genre 40 minutes du quartier de Setagaya. Donc voilà. Et en plus, il faut savoir qu'avant de venir au Japon, c'est très fréquent que dans le parcours des soldats américains qui viennent se faire stationner en Asie, ils passent par la Corée. Donc ils font, c'est genre, ce serait pas étonnant que ce soit un type euh, de l'armée américaine qui se soit d'abord retrouvé stationné en Corée juste avant d'arriver au Japon. Mais pourquoi, du coup, avoir... Quel est le mobile, quoi? Quel est le mobile? Bah, on ne sait pas. Donc, qui est fait d'abord, qui est fait, qui arrive tout juste de Corée, dans la base de Yokota. C'est très possible. Il faisait quoi comme job, le père, déjà? Il travaillait pour une compagnie qui bossait dans l'Internet. En gros, il faisait du marketing. C'est, voilà, rien d'incroyable, quoi. Il faisait du marketing, genre avec Microsoft, par exemple. Donc, je pense pas que ce soit Bill Gates qui soit responsable de tout ça. Euh, mais donc, du coup, on rappelle, mais si c'est un militaire américain qui revenait juste d'être stationné en Corée du Nord, ça explique le sable, la pointure des chaussures, l'eau pour laver les vêtements, le code génétique, puisque on a dit que c'était certainement pas un citoyen japonais et qu'il avait du sang coréen certainement. Donc c'est quand même beaucoup plus fréquent de voir des gens métis aux États-Unis qu'au Japon. Euh, et puis, il y a aussi euh, un élément. Alors, on a retrouvé un élément, donc là, c'est mes notes parce que je ne sais pas ce que c'est. La présence de titana de barium, voilà, qui est un élément chimique rare qui sert dans la fabrication des circuits électroniques de sonar qui équipent l'US Navy. Donc ça commence à faire beaucoup de preuves qui vont dans ce sens-là, beaucoup plus que dans le sens du pauvre skater, tu vois, qui se serait pris la tête avec Mikio. Mais malgré tous ces indices, et pourtant ils ont collaboré, ce qui est assez rare dans ce genre d'affaires quand même, en sachant que l'armée américaine, si les soupçons se posent sur l'un de leurs militaires impliqués dans un truc grave, ils étouffent l'affaire ou ils collaborent pas, ben là, en fait, ils ont collaboré et ils ont trouvé absolument zéro trace, aucun suspect qui corresponde à ce profil-là dans leur rang. Donc, voilà. Euh, on n'oublie pas aussi que ça pouvait être juste une grosse coïncidence en sachant que, par exemple, à côté des bases militaires, il y a souvent des friperies et des trucs comme ça où tu peux acheter des fringues dont eux se débarrassent, par exemple, avant de partir. C'est très probable que le type ait acheté son sac et ses chaussures d'occasion dans ce genre d'endroit. Tu vois. Ce serait une coïncidence extraordinaire, mais c'est pas, la chance n'est pas de zéro, tu vois. C'est peut-être pas lui directement qui est allé aux États-Unis, tu vois. Le sable, il était peut-être déjà dans la sacoche euh, ou sous les chaussures. Euh, donc, euh, donc, en final, toutes ces théories pour dire que on ne sait pas. Euh, Et bon, donc on l'a dit, mais les empreintes digitales n'ont servi à rien puisque le mec a jamais été retrouvé, n'a jamais été fiché dans aucun des fichiers. Puis alors, s'il n'est pas japonais, laisse tomber. Euh, et, euh, et alors, attendez, je vais lire après le chat. Euh, je vais lire après le chat. Et il y a aussi la dernière théorie que ce serait quelqu'un que les Miyazawa connaissaient, qui détestait personnellement ou qui avait quelque chose qui voulait juste voilà, personnellement faire du mal à la famille Miyazawa ou l'un des skateurs avec qui Mikio s'était disputé dans la semaine euh, précédant sa mort prématurée. Ça, c'est pas.
c'est pas hors de... C'est peut-être un peu genre facile de dire ça, parce que le mec est carrément venu avec son rouleau de scotch pour skateboard, mais c'est peut-être que juste il est très bête, tu vois. Voilà. La dernière, alors bah, c'est pas vraiment, je dis théorie, mais c'est pas vraiment théorie. La dernière chose qui est intéressante à noter, c'est que en décembre 2015, il y a un auteur, un très célèbre auteur de true crime japonais qui s'appelle Fumiya Ichirashi, qui a publié ce livre qui s'appelle en anglais le Setagaya Family Murder Case, où il détaille son suspect présumé et il dit que son nom commencerait par un R et que ce serait un ancien membre de l'armée sud-coréenne. Il se sert des preuves trouvées sur les lieux, notamment de la terre laissée derrière lui, qu'il a retracé jusqu'à une province coréenne où vivait R. Ichirashi affirme également qu'il a obtenu les empreintes digitales du suspect, qui selon lui correspondent parfaitement à celles laissées sur les lieux du crime. Donc le mec est un journaliste spécialiste du true crime, mais il fait un meilleur travail que 250 000 enquêteurs. Pour l'instant, donc ça c'est le livre qui a été publié en décembre 2015. Ça n'a jamais été confirmé par qui que ce soit. Je pense que si ça avait vraiment été la vérité vraie, les policiers ont depuis longtemps exploré, je pense, cette piste-là. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous avez des pistes ou des indices ou quoi que ce soit, où vous voyez quelqu'un qui ressemble au mec et qui porte le même genre de fringues, même 22 ans après, que vous avez une piste sérieuse à offrir aux policiers, une récompense de 20 millions de yens, environ 160 000 euros, est offerte à tous ceux qui auraient des infos. Donc, c'est le moment de vous y mettre. Voilà, si jamais vous cherchez cette personne-là, si jamais vous trouvez des preuves intéressantes. Donc, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous remercie pour votre participation dans le chat. C'était très très intéressant de lire vos théories. Je ne sais pas si je vous ai dit la mienne, mais moi je pense que c'est un militaire. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire en tout cas. Merci beaucoup, merci à tous. Ciao.